n'y a pas l'homme qui connaît ton mouvement plus que toi-même. Quand tu fais ton mouvement, les gens vont parler. Les gens vont te dire qu'il faut damer, il faut laisser les mouvements. Il faut laisser ça, champion. C'est ton mouvement. C'est toi ce que tu connais, ce qui est dedans. C'est toi ce qui veille. C'est toi ce qui a faim. Il n'y a pas quelqu'un toi. Si tu veux faire ton mouvement, il faut croire en ton mouvement. Sogui. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau format, je suis avec un grand homme, Sogui Jonathan. C'est comment, vieux? Ça va et toi? Ça va super bien. Ça va. On dit quoi? Ça va bien? Ça va, bienvenue chez moi. Merci Bienvenue chez beaucoup. toi. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir dans ton temple. Aujourd'hui, on va parler un peu de ta carrière. Comment est-ce que tout ça a commencé? Par les différentes étapes par lesquelles tu es passé et bien entendu dans ton actualité. À la base des bases, comment est-ce que Sogui découvre la musique? Comment est-ce qu'il découvre le rap? Alors comment Wally découvre le rap? Parce que Wally c'est mon prénom. Ok. Alors je découvre la musique hip-hop très jeune déjà. J'avais 6-7 ans. Tu vois, quand j'écoutais Secteur A, Tupac, B.I.G, etc. Donc c'était l'influence de mes grands cousins qui à la maison mettaient beaucoup de clips américains, tu vois. C'était les cassettes à l'époque. VHS, si je ne me trompe pas. Donc ils mettaient beaucoup de sons hip-hop, etc. Donc moi étant petit, ça m'influence, tu vois. Après avec le temps, je découvre d'autres genres musicaux comme le coupé décalé qui m'intéresse un peu plus. Donc j'ai eu une petite carrière flash en tant que danseur. Ok. Petit scoop. Sogui était un grand danseur. Effectivement, Ok. tu vois. Ok. Et ensuite, je reviens à ma passion première qui est la musique hip-hop. Tu Ok. vois. Donc j'intègre un groupe. À l'époque, on était à l'intérieur du pays. Donc j'intègre le groupe, on forme le groupe Lucky Boys. Et au départ, je suis le chanteur du groupe. Voilà, je suis le chanteur, je ne suis même pas rappeur. Je suis le chanteur, j'avais des influences Singila, Corneille, Ok. etc. Tu vois. Ok. Et puis ensuite, je ne sais comment, je me retrouve rappeur. Wow. Donc voilà un peu à la base des bases. Moi, j'ai appris que tu es un gars d'Alépé et que tu as quitté Alépé pour venir à Abidjan. Et quand tu quittes Alépé, qui est ta ville où tu as grandi et autres, et que tu arrives à Abidjan, comment est-ce que ça se passe en fait? Comment est-ce que tu fais pour t'intégrer, pour découvrir en fait, comment est-ce que ça fonctionne à Abidjan le rap? Déjà, l'intégration, j'ai envie de dire, est très compliquée parce que c'est deux mondes différents. Tu vois. Alépé, c'est une ville de l'intérieur. Tu vois, c'est une préfecture, une sous-préfecture. Il n'y a pas de taxi là-bas pour te dire. Tu vois. Donc, il n'y a pas de supermarché. Donc, on est dans un autre truc là-bas. Et quand j'arrive ici, j'arrive à Cocody. Wow. Au plateau, au Perle. Tu vois, donc, donc j'arrive au Perle. C'est deux choses différentes. Ouais, tu vois, carrément. L'après-midi, je sors à 16h, je vois les petits avec des skates, des rollers. Je me dis, mais c'est quoi ça? Tu vois? Et après, je me renseigne. Du coup, au Perle, il y avait déjà des groupes de rap. Il y avait Outsider, 9-2, Hypercut. Il y avait le collectif Ghetto Sale, dans lequel il y avait Big Bog, Risbo, Personam, Guizo le Choco, tout ça. Et moi, je me rapproche de Big Bog. Ok. De Big Bog, et c'est lui qui me tire la main, qui me fait faire mon premier son en solo. Et voilà, la suite, il me fait intégrer le groupe Ghetto Sale. Et puis s'en suivre ce qui arrive. En tant que groupe, vous avez participé à tout ce qui était show underground dans la ville d'Abidjan et autres. Comment est-ce que vous arriviez justement à vous démarquer en fait? Parce que je sais que dans la team, voilà, vous étiez des gars baraqués, voilà, et autres. Voilà, on sait que voilà quoi, c'était voilà, les vieux mogos, voilà, c'était les bâchisseurs, voilà. Donc du coup, il y a déjà cette carrure là qui était là, qui vous permettait de vous imposer. Mais c'était quoi la particularité en fait de Ghetto Sale? En fait, le Ghetto Sale, le truc avec nous, c'est que c'était la force du nombre. Ok. Tu vois. Et je pense que ça a bien marché parce qu'à l'époque, j'étais pas musclé du tout. Hein. Ah ouais. J'étais pas baraqué. Souvent, quand des personnes me voyaient et que je disais que ouais, c'est moi, Fireman, ils me disent non, c'est pas toi. Parce que j'étais menu, Ok. si tu veux, tu vois. Mais
comme on était nombreux, on était, quoi, une cinquantaine, hein. Ah, c'était un collectif en fait. Voilà, c'était impossible. Ok, d'accord. Mais dedans, il y avait pas mal de choses différentes. C'est-à-dire, Ok. il y avait nous, les rappeurs, on était quoi, une quinzaine, une vingtaine. Il y avait des stylistes, si on peut dire. Il y avait une organisation qui gérait les airs à l'époque, tu vois. Donc c'était vraiment un crew, tu vois. Ok. Donc c'était la force du nombre. Quand on arrive quelque part, on sent que les gens sont là, quoi, tu vois. Et après, on a fait Fireflow, mais séparément. C'est-à-dire Big Bog l'avait fait avant moi. Moi, j'ai fait Fireflow, mais je suis pas allé bien loin. Et Mousse aussi, Mousse, le Playboy, je pense Guizo le Choco. Oui, Guizo le Choco, oui. Donc, voilà, bon. On a fait l'école du rap de l'époque, quoi. À quel moment, toi, tu décides de te lancer, en fait, en solo? C'est-à-dire que tu es toujours dans le collectif. Ouais. Mais à quel moment tu décides vraiment que, ouais, là, c'est vrai que je suis dans le collectif et autres, mais à quel moment tu décides, ouais, il faut vraiment que moi j'y aille, quoi? Bah, c'est après, quand je décide, en fait, de m'y mettre réellement, c'est après Fireflow, du coup, parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec Fireflow. Ok. Tu vois, donc aujourd'hui, même quand on me parle de Fireflow, je suis froid. Tu vois, j'ai une mauvaise expérience. Donc, quand je sors de Fireflow, je me dis, bon, bah écoute, j'ai eu une revanche contre l'industrie de l'époque. C'était eux, tu vois, c'était eux les pions. Donc, fallait que je fasse ma route et qu'on m'entende, tu vois. Donc, je me dis, bon, bah écoute, je vais me lancer. Et puis, je sors des sons qui ne vont pas bien loin, qui restent un peu au quartier. Je force les choses et ça commence à aller un peu plus loin. Les gens commencent à dire mon nom un peu partout. Et puis voilà comment ça. Il y a un événement qui va venir vraiment te permettre de te faire plus connaître. Et cet événement-là, c'est justement le clash que tu as eu avec la Kif No Beat à l'époque. Personnellement, à l'époque, moi, j'étais assez jeune en fait. Donc, moi, j'ai mon grand frère qui en parlait. Ouais, il y a Fireman qui en clash avec la Kif No Beat. Non, il y a Big Bog. Non, il y a tel, il y a un tel, il y a un tel. Et moi, je ne comprenais pas trop. Moi, j'entendais juste qu'il y avait des diss tracks de part et d'autre. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'aimerais que tu puisses expliquer aux personnes qui n'ont pas vraiment vécu cette période-là. Comment est-ce que tout ça a commencé en fait? C'est parti d'où? Et puis voilà, on a eu tout ce remue-ménage-là. J'ai pas le film clair dans ma tête, mais si je me souviens bien, c'est venu d'une Z partie, si je me souviens. Une Z dans laquelle il y avait Kif No Beats et il y avait le Ghetto Sale, tu vois, à l'époque. Et on avait une amie en commun qui fêtait son anniversaire. Et là-bas, il y a eu des échanges entre Kif No Beat et le Ghetto Sale. S'en sont suivis pas mal de clashs venant de Kif No Beat, venant de Ghetto Sale, etc. Et quand moi je décide de répondre, c'est là où je me fais connaître réellement dans le rap ivoire. Tu vois. Donc voilà, j'ai répondu. Didi B aussi a répondu. Oui. Tu vois, comme il est très... Ouais, il est très chaud. Il est très chaud. Didi B a répondu. Et puis, voilà comment ça s'est fait. C'est par ça que les gens m'ont vraiment connu dans le rap ivoire. Et puis, depuis lors, ça me colle à la peau. Ce clash-là te permet à toi de te faire connaître. On parle de Fireman dans la ville, on parle de Fireman, on parle du gars qui a défié Kif No Beat, qui a des embrouilles avec TDB. Mais est-ce que c'est aller plus loin que ça? Est-ce que c'est aller plus loin que la musique? Parce que bon, c'est vrai que les diss tracks étaient assez virulents, il y avait assez de menaces, hein, voilà, dans les diss tracks. Mais est-ce que c'est aller plus loin que ça? Non, c'est pas aller plus loin que ça. Heureusement, même aujourd'hui, tu vois, je veux te dire, heureusement, c'est pas aller plus loin que ça. Parce que on ne fréquentait pas les mêmes endroits. Ok. Dieu merci. Donc, on se voyait même pas. Ok. Tu vois, on se voyait pas pour que ça aille plus loin. Et aujourd'hui, je suis content même que ça soit pas allé plus loin que ça. Tu vois, parce que ça aurait pu aller très loin vu les personnes avec qui j'étais.
Le ghetto sale, c'était des gars très, tu vois. Ok, voilà, pas mal de choses. Ouais. Mais bon, c'est juste resté musical et puis aujourd'hui, tout va bien. Ouais, et c'est vraiment cool, c'est vraiment à saluer parce que je pense des années après, on a vu une vidéo de toi et Didi P en train de danser dans un club. Oui, voilà. au Lifestar. Au Lifestar, voilà. Ouais. Et voilà, moi j'ai vraiment apprécié ça, quoi. Et puis, après même, on t'a entendu dire que oui, c'était purement clash commercial parce que. Oui, c'était des trucs de jeunesse. Hein. Ouais. C'était sincère, Mhm. mais c'était des trucs de jeunesse. Aujourd'hui, on n'est plus à ça. On avance un peu dans les années. Tu sors ton premier projet en 2017. Ouais, en 2016. En 2016, pardon. Ouais, Fayatelli. Donc tu sors ton premier projet, Fayatelli, en 2016. Parce que à l'époque de Fayatelli, on est en plein dans la trappe. Ouais. On est dans la trappe et moi, je me mange ce projet-là, je me mange une claque avec Fayatelli. Je me dis, mais ce gars-là, il est quitté où? On voit un gars, il est baraqué, il est énervé. On dit, mais c'est qui ce gars, il est quitté où? Et je me mange ma claque avec Fayatelli. Hein. Et j'aimerais savoir dans quel mood, en fait, tu es quand tu enregistres Fayatelli. Bah, déjà en 2015, un an avant, je signe un contrat avec Perestroika, le label avec lequel je suis encore aujourd'hui. Donc avec Perestroika, on décide de bosser ensemble, tu vois. Par le biais, bien sûr, c'est grâce à Hypercut que je signe avec eux. Go big up à Hypercut. Donc quand on signe le contrat, on se dit bon, on va aller sur un projet parce que eux, ils ont une vision très hip-hop, tu vois. Okay. Il faut faire des projets, il faut faire des albums. Et si je me souviens, en 2015-2016, il n'y a pas grand monde qui sortait des albums dans le rap ivoire, en tout cas, à part Kif No Beat, si je me trompe. Donc c'était, on va dire, c'était un risque, tu vois, de faire un album, sachant que la musique avait commencé à se consommer très vite. Donc faire un album, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça ne l'est pas? On s'est dit, bon, on se lance. Donc avec Mr. BI, Hypercut et toute l'équipe, El Chapo, Jim, DPK, pour ne pas oublier quelqu'un, on décide, Jean-Michel, on décide de bosser sur un album. Okay. Donc chacun, il met sa touche, des conseils, des instrus, tout ça, et ça part d'un titre qui s'appelle Vieux Père. Quand je fais Vieux Père, tout de suite je vois là où je dois aller. Okay. Tu vois. Et Mr. B m'envoie des prods, je fais Pololo. Oui, Pololo, l'intro. Que c'est vraiment le tournant okay. De mon style de rap. Okay. Parce qu'avant ça, j'avais tendance à rapper comme les Français, bien sûr. Mais avec Pololo, il fallait que je trouve une formule hardcore, mais ivoirienne. Okay. Tu vois. C'était ça la formule à trouver. Donc, parler Nouchi, c'était déjà fait. Mais il fallait ramener une science. Donc, c'est là où j'ai l'idée de mettre du Zigei dans de la trappe. Ok. Du coup, Zigei trap. Voilà, Zigei rap aujourd'hui, sinon à l'époque, Zigei trap. Et donc, je trouve la formule, je trouve, comment dire, le tuyau, et je fais Fayatelli. Ok. Donc, Fayatelli. Sur Fayatelli, on a l'intro, Pololo. Ouais. Depuis non, ça c'est Ambrousse. Non, Ambrousse, pardon. On a Ambrousse. On a Ambrousse. Il y a Di Natale. Il y a Pololo. Il y a Vieux Père. Vieux Père, c'est vraiment un truc que tu as vécu. C'est vraiment un vieux père qui a voulu te malo ou bien. Ouais, voilà, oui, Vieux Père, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. C'est une pilule qui n'est pas passée. Ok. Tu vois, du genre, c'est quelqu'un qui est venu te faire des promesses en fait. Oui, il est venu me dire des choses, il est venu me dire oui, on va faire ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et puis du jour au lendemain, il ne me répond plus. Voilà, j'ai l'impression de lui courir après. Et donc ça reste comme ça, et puis après je dois me débrouiller, etc. Mais bon, comme il fallait le mettre en musique, donc je l'ai fait. Je l'ai fait aussi sincèrement que possible, parce que quand tu fais un son qui est sincère, ça se ressent. Tu vois, donc je pense que c'est ça l'efficacité même de l'album. Voilà, j'ai envie de dire, parce que les sons étaient crus, j'avais faim, j'avais la dalle, j'avais beaucoup de choses à dire, tu vois, donc... ça s'entendait que voilà. Donc voilà comment ça s'est fait. Sur Fayatelli aussi, il y a un son qui pour moi est le meilleur son trap jamais créé en Côte d'Ivoire. Ce son là, c'est Di Natale. Ouais, Di Natale. Avec Tereli. Mais il y a une histoire derrière Di Natale. Et Chapo. Ouais. En fait... Raconte-nous l'histoire qui est derrière Di Natale. L'histoire derrière Di Natale, c'est qu'à la base,
c'était pas mon morceau. Ok. À la base, c'est El Chapo et Terry qui devaient faire un featuring. D'accord. Que les deux. Ok. Tu vois. Donc, c'était le morceau de Chapo. Chapo, il revenait de Toronto fraîchement. Ouais. Et il était dans la musique là-bas. Mhm. Mais ici, il fallait qu'il continue. D'accord. Donc, il a contacté Terry et ils ont décidé de faire le feat ensemble. Mais c'est Terry qui propose à Chapo de me mettre sur le morceau. Ok. On le fait en 2015. Hein. Mhm. Et un an après, quand il faut sortir Fayatelli, Mhm. on décide de le mettre sur le projet. Ok. Donc le morceau datait de De 2015 en vrai, un an un an en avant. arrière. Mais on l'a mis parce qu'on sentait bien le morceau. Ouais. Et puis, c'est lourd. Le son est archi lourd. Très lourd. Fayatelli te permet d'avoir vraiment un certain succès d'estime, te Mhm. faire entrer dans certains endroits et autres. Mhm. Et après Fayatelli, on a presque plus rien de Fireman. Ouais, parce que on n'a plus rien de Fireman parce que Fireman se met en groupe. Ok. Juste après Fayatelli, je me mets en groupe avec Sofa Sofa Saba. Saba, qui devient Saba après. Mhm. J'explique un peu, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Boss Playa parce que grâce à Fayatelli, Ok. j'ai eu pas mal de retours, de bons retours comme tu l'as dit. Donc je suis approché par Boss Playa qui veut me signer en solo. Et moi je décide d'aller avec mes gars avec Hypercute et BI. Et comme il se trouve que ils avaient des carrières aussi, Mhm. il fallait qu'ils signent en tant qu'artiste. Ok. Tu vois. Et M. Tony Adams a décidé qu'on fasse un groupe pour ne pas que certains se sentent lésés. Ok. Parce que s'il fallait se concentrer sur moi, ça pourrait prendre un an ou Ouais, deux. ouais. Même pendant ce temps, les autres attendent. Mhm. Tu vois. Il a décidé de faire un groupe comme ça, tout le monde est gagnant. Donc, le groupe Sofa Saba est créé, vous êtes à Boss Playa. Et à Boss Playa, vous, on sent un changement en fait dans le son. C'est-à-dire qu'à Boss Playa, Sofa Saba, c'est vrai qu'on a Hypercute qui est un rappeur, souvent il chante un peu. Mais on sent que dans la DA du groupe, on sent la volonté de vouloir faire des sons plus ouverts. Donc, on a des sons comme... Ouais, il y a eu pas il n'y bougé. a eu pas bougé, il y a Pas eu des bougé. sons comme... Quelle est fille ça C'est ça, pas bougé, ça pas bougé, voilà. Pas bougé. Donc, ouais. on sent vraiment une ouverture dans la façon de créer de la musique. Est-ce que pour toi, qui avais l'habitude de faire du rap vraiment hard, est-ce que ça a été difficile? Comment est-ce que tu abordes la chose? Ouais, je dis toujours que l'aventure avec Saba m'a apporté musicalement parce que ça m'a fait oser des choses. Ok. Tu vois. Ça m'a fait comprendre que je pouvais faire plus de choses même que je pensais. Et comme tu dis, j'étais un rappeur. À la base, c'est un rappeur fou, un rappeur hardcore, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que j'ai dit au début Que tu chantais. que je chantais. Tu vois. Donc c'était là, c'était enfoui quelque part. Et puis avec Saba, quand on décide de faire le groupe, vu que chacun a ses influences musicales, mais ce BI est dans des folies. Voilà. Hypercute, il touche à tout. Et moi, je suis le rappeur. Donc, on est trois, il faut bien qu'on fasse quelque chose d'homogène. Donc, on décide de s'ouvrir musicalement. Tu vois. Donc, c'est pas compliqué pour moi dans la mesure où je fais les couplets rap. Mais sur certains sons, je chante. Tu vois. Donc, ça m'a poussé à faire des choses que je ne pensais même pas faire. Après cela, je pense qu'il y a eu la séparation avec Boss Playa. Oui. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette séparation avec Boss Playa. Bah, avec Boss Playa, tout se passait bien, sauf qu'on était arrivé à la fin du contrat. Ok. Je pense que c'était un an. D'accord. Donc, un an et un projet, si je ne me trompe pas. Donc, on a sorti un projet, Cercle Noir. Cercle Noir, oui. Cercle Noir, on a sorti Cercle Noir. On a fait l'année avec Boss Playa. Il était temps de partir. Monsieur Tony estimait qu'on était assez mature pour continuer seul. Donc, on s'est séparés. Mais aujourd'hui, on a de bons rapports. Hein, ok. tu vois. Donc, super. quand on quitte Boss Playa, on décide de gérer nos bails nous-mêmes. Donc, on sort un autre album, un autre projet, si tu veux, qui s'appelle Défense. Oui, le gros projet Voilà, on sort Défense. Et sur Défense, on se dit, bon, bah écoute, on va ramener tout le monde. Ok. Donc, on a ramené tout le rap ivoire. Si tu n'as pas entendu quelqu'un dessus, c'est qu'il n'a pas voulu venir parce qu'on a appelé tout le monde. Tu vois. Donc, on appelle tout le monde, on fait le projet, et Défense sort. Après, ça va se séparer. C'est vraiment le projet, en fait, qui a rassemblé tout le game. Mais Défense sort.
Et puis, on n'a pas vraiment de com autour du projet. C'est-à-dire que le projet est sorti, on sait que c'est un gros projet, mais la com autour du projet n'est pas à la hauteur, en fait, de tous les moyens qui ont été mis en œuvre. Qu'est-ce qui explique cela, en fait? Tu poses de bonnes questions, franchement. On est là pour ça. Ouais. On est là pour ça. En vrai, il n'y a pas de com autour de Défonce parce que ça coïncide avec la période dans laquelle le groupe se disloque. Ok. Donc, ça fait qu'on n'est plus concentré sur la même chose, tu vois. Ok. Chacun va de son côté, mais on a quand même un projet qu'on a fait qu'il faut sortir. Donc, on le sort. On s'entend très bien. On s'entend très bien, mais chacun veut partir de son côté. Donc, on le sort. On essaie de faire comme on peut, mais comme chacun est de son mouvement, on ne réussit pas à faire les choses correctement. Tu vois, c'est là où on a péché. Ouais. Ouais. Et justement, tu viens de soulever un point, c'est que le projet sort et dans la même période, on a une annonce qui nous dit que ouais, le groupe Sabah finalement se sépare et autres. Oui, C'est-à-dire qu'on ne donne pas d'explication, on nous dit juste que ah les gars, nous voilà le groupe se sépare. Et à ce que je sache, il n'y a pas eu de beef. Il n'y a pas eu de beef réel entre vous. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, tu peux nous dire c'était quoi le bail? Qu'est-ce qui a fait que Sabah, qui était si bien parti, s'est disloqué? Parce que Sabah, ouais, c'est trois grosses têtes, quoi. Tu vois, c'est une machine de guerre. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à vouloir... voilà. Ben, c'est ce qui nous a motivé à partir, chacun de son côté, c'est les choses de la vie, l'évolution. Alors, je prends le cas de Mr. BI parce que c'est lui l'élément clé dans l'histoire. Mr. BI devait partir en France. Mr. BI, il est français à la base, tu vois. Ok. Donc, il devait partir en BI, France. il est français de base, en fait. Oui, lui, il est français. Ok. Lui, c'est son frère. Scoop. Ce sont des Français. Petit scoop pour vous. Ah, ok, à fouille. Donc, BI devait retourner en France parce qu'il était là depuis un très bon moment. Ok. Il devait retourner en France. Et sa femme était enceinte. D'accord. Tu vois, il devait avoir un bébé. Il fallait qu'il soit auprès d'elle. Donc, il est parti. Parce que la famille prime sur la musique. Hein. C'est clair. Sûr, tu vois. Donc, il est parti. Et quand BI s'en va, il reste hypercuté-moi. C'est plus Sabah. Parce qu'en vrai, Sabah, c'est 3, oui. Voilà, tu vois. Ça. Donc, c'est plus là, Sabah. c'est Kelly Fla. Voilà, c'est Fla. Là, c'est voilà, Fla. Donc, on s'est dit, bon, petit. BI n'est pas là. Ok. C'est le moment peut-être que chacun fasse son chemin. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que vous avez toujours gardé les liens? Justement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours en contact. Quand BI revient, il était là même récemment, quand BI revient, on se voit. On se prend au studio, on cause, on se rappelle des choses, on fait même des sons. Et puis voilà, tout va bien. Tu repars charbonner, en fait. Tu repars charbonner sur ta musique. C'est vrai qu'on t'entend pas pendant un certain moment. On sait pas où Fireman est parti. Nous, on se dit que bon, peut-être il est en train d'encaisser un peu la séparation avec Sabah et autres, mais on ne s'y attend pas. Tu nous annonces un nouveau projet. Donc, Firetalist 2 sort. On se reprend une autre claque encore. Grâce à Dieu. On se reprend une deuxième claque. Voilà. Et donc, le projet est bien accueilli. Tous les fans qui t'attendaient sont contents et autres. Donc, à la suite de Firetalist 2, tu annonces ton premier concert, si je ne dis pas de bêtises. Tu annonces ton premier concert au Yelams. Et premier concert, il y a tout le rap ivoire qui est là. Il y a les fans qui viennent, qui répondent présents. Est-ce que toi, quand tu as commencé là, est-ce que tu t'es dit un jour, je vais faire un événement et puis voilà, je vais venir, je vais jazzer. Est-ce que quand tu commençais à rapper depuis à l'épée là-bas, là, est-ce que toi, ça a été, tu t'es déjà dit ça en fait? Oui, c'était ça mon rêve, tu vois, c'était ça mon plus grand rêve. Donc aujourd'hui, en fait, quand je vois sur les réseaux sociaux les gens dire de ce genre de trucs que je vais répéter,
tu es là depuis un moment, mais tu n'excelles pas. Moi, ça me fait rigoler parce que ma réussite n'est pas dans les yeux des gens. Ma réussite est dans mes yeux à moi. Et moi seul, je sais ce que je cherchais quand j'étais à l'épée là-bas et que j'avais mes rêves. Tu vois. Mes rêves, c'était de faire partie de Boss Playa. Ok. J'ai travaillé avec Boss Playa pendant 1 an. J'ai été appelé par Boss Playa. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de fort. C'est une réussite. Ensuite de ça, je vais faire un concert. Que demander de plus? C'était ça mes rêves. Tu vois, parce que venir de là d'où je viens avec des rêves et puis arriver à les réaliser, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vrai. Tu vois, donc oui, pour moi, c'était une victoire. Tu vois, c'était une virgule dans mon histoire, mais une virgule très très importante. Il y a un truc qui, moi, me fait sourire, en fait, à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je parle de toi à des personnes, c'est toujours le respect, en fait. Quand je parle de Fireman à quelqu'un, on ne me dépeint pas le Fireman hardcore, inaccessible et autres. On me dépeint toujours quelqu'un qui est toujours bienveillant. Tu es l'un des rares artistes que je rencontre, que j'ai eu à rencontrer, qui vraiment humainement n'est pas dans, tu vois, dans cette attitude de ouais, c'est moi et autres. Et à chaque fois que je parle de toi, justement, je parle de toi à quelqu'un, j'ai toujours ce retour-là, ouais, Sobi, vraiment, il est cool, humainement et autres. Et est-ce que tu ressens, en fait, cette chose-là, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on te dit très souvent et autres? Tout le temps. On me dit ça tout le temps. Tout le monde me dit ça, les fans, les gens du milieu me disent la même chose. Mais j'ai envie de dire merci à ma mère parce que c'est l'éducation qu'elle m'a donnée, tu vois. Les gens ont tendance à confondre, les artistes ont tendance à confondre le rôle d'artiste qu'ils ont et la vraie vie. Ils mélangent les choses. Tu vois, ils mélangent les choses. Moi, j'ai envie de dire, je suis un personnage. C'est Sobi, c'est Fireman, c'est Gay, c'est la bagarre. Bien vrai que c'est des choses que je fais, j'avoue. Faut pas. Bah oui, j'avoue. On n'est pas parfait. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un de normal parce que je me mets à la place de ceux qui viennent vers moi, de ceux qui me parlent. Je me dis que si j'étais fan de quelqu'un, si j'admirais une personne et que je lui parlais d'une certaine façon ou que je saluais cette personne, j'aurais apprécié qu'elle me réponde d'une façon. Mais moi, c'est juste ce que je fais, tu vois. Je me mets à la place des gens. Donc, quand je ne te connais pas, mais que tu me salues, avec un respect, je te rends ce respect-là. Et c'est la même chose avec les gens du milieu. Ce qui fait que j'ai du respect pour les gens, et donc ils ont le même respect pour moi dans le milieu. Quand je dois faire le featuring, c'est facile. Quand j'ai des événements, ils viennent. Et puis voilà, je respecte les gens comme je voudrais qu'ils me respectent. Tu as annoncé récemment ton 3e projet. Ouais, Kifi. Mon 5e. Ton 5e projet. Il y a eu Fayoteli en solo. Il y a eu il y a eu Cercle Noir avec Saba. Il y a eu Défense. Non, je veux dire ton 3e projet solo, en fait. Mon 3e solo. Ton 3e solo, voilà. Donc là, tu as annoncé ton 3e projet solo intitulé Kifi. Ouais, Kifi. Est-ce que Kifi, c'est justement en référence à la personne à laquelle je pense? Non, John Kifi? Non, c'est quoi? Plus, même si je respecte énormément, c'est plus en rapport avec le BT. Parce que Kifi en BT, c'est le chef. D'accord. C'est celui qui gère le mouvement. C'est les pieds. à fond. Voilà, donc je me considère comme étant le chef de mon style. Tu vois, parce qu'il est propre à moi. Donc je me considère comme étant un chef. Donc voilà, j'ai décidé d'appeler l'album Kifi pour représenter ce que je pense représenter moi-même. Et sur Kifi, à quoi est-ce que on doit s'attendre sur Kifi? Parce que le titre est assez évocateur. À quoi est-ce que on doit s'attendre sur Kifi? Est-ce qu'on doit s'attendre à un nouveau Fire avec de nouvelles sonorités? Parce que là, on est dans une nouvelle vibe. On a toute la vague drill qui est arrivée. Voilà. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre, en fait, sur Kifi? Sur Kifi, il faut déjà s'attendre à un voyage dans le hip-hop. Il y aura plusieurs types de hip-hop. Il y aura des sons old school,
Il y aura de la trap des années 2012. Mhm. Il y aura de la drill, bien sûr, parce que moi je touche à tout, je m'adapte. Il y aura du Ziggy rap, il y aura un peu de tout, franchement. Il faut s'attendre à un voyage à travers le hip-hop, mais pas que le hip-hop. Tu vois, j'ai essayé de toucher à d'autres choses. J'ai collaboré avec des personnes avec qui j'avais pas encore collaboré. Et puis voilà, quoi, il faut s'attendre à une bonne poignée de sons. Ok. En termes de collaboration, est-ce qu'on peut savoir oui, bien sûr, quels bien sûr. invités on a sur Kifi? Bien sûr, il y a Imra. Chété. On a parlé de drill tout à l'heure. Ah, ok. Le roi de la drill. en Le Côte roi de d'Ivoire. la drill, Ivoire Drill King. Ok. Donc, il y a Imra que j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Imra, c'est un petit frère que j'aime beaucoup, déjà musicalement. Mais j'aime aussi sa personnalité. tu vois. Donc, moi, je ne collabore pas avec les personnes que j'aime pas. Ouais. Ah oui. Si je collabore avec toi, c'est que je m'entends avec toi. Tu vois. Donc, il y a Imra, il y a Kaja, ça bouge pas. Ça bouge pas. Il y a Kaja, qui d'autre Est-ce que je dois donner quelqu'un encore? Oui, Mr. Chris. Mr. Chris. Donc, Ouais. tu as. Je pense que je t'en donné pas mal. Ouais. Donc, pour les trois là, on a une bonne trilogie de découpeurs. C'est ça. On a une bonne trilogie de découpeurs. Et Kifi arrive très bientôt. Là, tu as relancé. Tu as relancé la date. Voilà. Et est-ce que on peut avoir une idée d'une date pour la sortie de ce bijou que tu nous prépares? Alors, Kifi sortira en 2024, ça c'est sûr, en début d'année. Mais je voudrais bien profiter des fêtes et laisser les gens profiter de la canne. Parce que, Du ouais, coup, voilà. tu vois. Ouais. Du coup, on va laisser tout ça passer. Et une fois que les esprits seront beaucoup plus froids, on sortira le projet. Donc, j'ai envie de dire début d'année, mais vraiment début d'année. Ton style de rap, c'est le Ziggy. Le Ziggy rap. Le Ziggy rap. Au fil des années, il y a un truc qui est assez singulier chez toi, c'est que tu as rarement, sauf avec Saba, tu as rarement essayé de toucher à d'autres vagues musicales qui ont émergé au fil du temps. Je veux parler par exemple de tout ce qui était afro-trap, tout ce qui était un peu coupé, décalé rap et autres. Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que c'est parce que voilà, tu n'aimes pas vraiment ce genre de courant là qui a eu? Non, j'aime bien. Moi, j'aime bien tout ce qui se fait. J'aime bien le Maïmouna, j'aime bien, j'écoute. Mais il faut dire que c'est pas des choses que je voudrais forcément faire moi. Voilà, même si j'ai essayé et même si peut-être sur Kifi il y aura des genres musicaux autres que ce que vous imaginez. J'aime bien tout, mais c'est pas tout qui me correspond. Tu vois? Ouais. C'est pas tout qui me correspond. Sinon, j'ai essayé, j'ai fait des sons qui ont été des flops, il faut le dire, comme il y a eu Faire le Maintenant, il y a eu Adjo. C'est vraiment des sons que j'aime faire. Tu vois, j'aime bien chantonner, tout ça. Mais c'est pas des choses qui me correspondent. Et mon public, aussi petit, mais aussi qualitatif qu'il soit, n'aime pas ça. Ok. Mais gens n'aiment pas ça. Ils préfèrent le soubou, tout ça là. Donc, je leur donne ce qu'ils aiment et ce que j'ai fait. Là, on tend à la fin de l'interview. Quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est déjà te remercier d'être venu me voir et de m'avoir posé autant de questions précises. Mais à côté de ça, il y a Kifi. Il y a Kifi, mon 5e bébé, mon 2e en solo, si je ne me trompe pas. 3e en solo. Je me paye, il y en a tellement. Donc voilà mon 3e bébé personnel qui arrive. Il faut s'attendre à pas mal de choses. C'est vraiment un projet que j'ai préparé. J'ai pas envie de dire dans la souffrance, mais avec beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Tu te rends compte de l'heure qu'il est, on est encore au studio. Quand on finit, nous, on enchaîne avec les mix. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Et je voudrais partager ça avec vous. Je ne sais pas si c'est mon dernier projet. Il se pourrait que ce soit le dernier. Donc kiffez à fond et puis ne vous retenez pas. Donc, RDV,
très bientôt pour Kifi. Très bientôt, début d'année 2024. On est ensemble. Merci Sogbi. Merci à toi, on est Si on ensemble. jaillit. Ici fond.